Bonsoir, merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Courtoisie d'abord et en particulier du Libre Journal des Chevaux Légers. Alors l'émission de ce soir est en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie consacrée au seul président centriste de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, qui fut président de la République de 1974 à 1981, mort en 2020 et qui aurait fêté cette année son centenaire. Et j'ai choisi de consacrer à cette figure politique française la première partie de cette émission à la faveur de la parution de ce qui est plus qu'un album du souvenir. Le livre sort aujourd'hui aux éditions Erol. Il est intitulé VGE 1926-2020, Le Visionnaire, livre publié sous la direction de Louis Giscard d'Estaing. Alors le livre contient un grand nombre de contributeurs. Beaucoup sont des politiques comme Thierry Breton, Alain Juppé, Alain Lamassoure, Gérard Longuet, Hervé Novelli, Jean-Pierre Raffarin. D'autres ne sont pas principalement connus pour leur rôle politique. Dominique Bonnat, Jacques Delarosière, Jean-David Lévite, Anne Méot, Étienne de Poncin, le général Benoît Pugat, Éric Roussel, qui consacre à Valéry Giscard d'Estaing une biographie très intéressante chez Perrin, publiée dans la collection de poche, Tempus. Et puis évidemment Jean-François Sirinelli, bien connu comme historien des droites et davantage comme historien des droites que comme historien des centres. Alors ce livre évidemment VGE 1926-2020, Le Visionnaire, n'est pas un livre à charge, mais c'est un livre qui rappelle l'importance d'un septennat de libéralisation, de modernisation, un septennat dont les effets industriels et législatifs notamment sont toujours sensibles dans la France de 2026. Et puis en deuxième partie de notre émission, nous recevrons Guilhem Golphin, qui est président de l'Institut Sujet, qui vient nous présenter une journée d'études sur la possibilité de recréer un droit en France. Et en dernière partie, nous recevrons André Lieutot, membre de l'Union des cercles légitimistes de France, l'UCLF, qui est un cadre de l'Université Saint-Louis. Mais débutons donc sans plus attendre avec vous. Louis Giscard d'Estaing, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de cette interview que vous nous accordez ce soir, de cette entrevue que vous nous donnez, je crois, de la mairie de Chamalières. On voit bien le fil à la fois éthique et familial et historique entre votre père et vous. Vous êtes le troisième enfant de Valéry et Anémone Giscard d'Estaing. Vous êtes diplômé de Subdeco Rouen. Vous avez fait l'INSEAD. Vous avez travaillé dans le secteur privé. Vous avez été élu député du Puy-de-Dôme de 2002 à 2012. À l'Assemblée, vous avez été vice-président de la Commission des finances, puis vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du groupe UMP. À Chamalières, vous êtes maire depuis 2005, soit depuis plus de 20 ans, et vous êtes président de l'Association des villes marraines des forces armées depuis 2014. Vous êtes également conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, et vous êtes depuis 2021 président de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing, dont nous parlerons évidemment tout à l'heure. Pour débuter cette entrevue, Louis Giscard d'Estaing, je voulais vous demander quel souvenir vous gardiez de la campagne présidentielle de 1974, car on trouve évidemment sur certaines des photographies de cette campagne, pas sur les affiches contrairement à votre sœur Jacinthe, mais on vous trouve bien évidemment dans l'équipe militante sur certaines des photographies qui d'ailleurs illustrent VGE 1926-2020, Le Visionnaire. Alors en fait, et merci beaucoup de me permettre d'être avec vous ce soir, parce que c'est effectivement le soir du jour où ce livre est en librairie dans toute la France, et donc c'est un moment important pour tous ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire politique française, qui est une période tout à fait, il faut reconnaître, exceptionnelle et remarquable, et que je suis très heureux de pouvoir apporter un petit éclairage personnel. Alors, vous me posez la question, en 1974, bon, j'avais 15 ans, j'étais lycéen, enfin j'étais même en classe de première, j'ai passé mon bac l'année suivante, et donc c'est un souvenir d'une période très forte de la vie politique française, parce que finalement c'est un moment clé. C'est la disparition prématurée de Georges Pompidou, du président Pompidou, dont mon père était ministre des Finances sans discontinuer depuis le premier jour de la présidence de Georges Pompidou, après avoir été pendant 4 ans ministre des Finances général de Gaulle. Et donc c'est un moment très fort parce qu'il réussit une remontada incroyable. Le candidat de la gauche,
François Mitterrand arrive en tête au premier tour avec 43% des voix. A priori, c'est un score remarquable et inremontable. D'ailleurs, le général de Gaulle en 65 et Georges Pompidou en 69 avaient fait entre 43 et 44% des voix au premier tour, mais tous les deux avaient été élus au second tour. Et là, il y a une novation. La campagne, la tonalité de la campagne, le fait que Valéry Giscard d'Estaing aussi apparaît comme l'homme du changement dans la continuité. Il n'est pas en rupture avec ses prédécesseurs, auprès de qui il avait travaillé, mais il y a cette novation, il est jeune, il a 48 ans à ce moment-là, et il associe tous les jeunes à sa campagne. Vous avez dit, ma sœur Jacinthe figure sur une des affiches emblématiques, qui est illustrée dans ce livre, et donc c'est une campagne qui aboutit à une victoire qui a deux caractéristiques. L'élection de 74, plus fort taux de participation jamais atteint sous la Ve République. Supérieur à 80%, à 83% même, je crois. Je crois que c'est 87% pour le deuxième tour. C'est hallucinant, c'est très très important. Et deuxièmement, le plus faible écart entre le candidat élu, Valéry Giscard d'Estaing, qui réussit à remonter François Mitterrand, et il est élu avec 50,9% des voix contre 49,1% des voix pour François Mitterrand. Donc c'est une élection très particulière, mais avec une forte mobilisation de la France, des Français, et qui décide de porter un candidat issu du centre droit, qui est celui qui apporte effectivement une profonde volonté de réforme et d'innovation dans la société et dans la vie politique française. Louis Giscard d'Estaing, ça signifie que la campagne d'entre-deux tours a été particulièrement brillante pour permettre cette remontada que vous évoquiez? Oui, c'est bon, à cause de ce vent de jeunesse. Le premier débat télévisé entre les deux candidats du deuxième tour, puisque ni Georges Pompidou contre Alain Poher, ni général de Gaulle face à François Mitterrand n'avaient voulu avoir ce type de débat. Et donc, mon père l'accepte et il est face à François Mitterrand, qui est à peu près certain de son succès. Il pense qu'il va gagner, et puis il est déstabilisé par une célèbre phrase: Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et à partir de là, le débat bascule et François Mitterrand se rend compte qu'il est en difficulté parce qu'il voudrait apparaître comme l'homme d'une France bien pensante ou d'une France avec une dimension sociale. Et en fait, il se fait remettre à sa place par Valéry Giscard d'Estaing, qui apparaît comme étant celui qui sera en mesure d'apporter un certain nombre d'avancées sociales majeures pendant tout son septennat pour faire évoluer la France. Louis Giscard d'Estaing, qui est l'auteur de cette formule? Vous n'avez pas le monopole du cœur. Non, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur, moi aussi. Je cite en substance, pardon, qui bat. Oui. L'auteur, c'est l'un de ses conseillers, c'est lui-même? Il l'avait évoqué devant vous? C'est lui. Il avait un conseiller qui s'appelait Michel Duval, qui a été député du Puy-de-Dôme, qui était son conseiller pour l'Auvergne et qui était à ses côtés et qui lui avait fait une note pour lui dire: il faut absolument montrer que l'image de mon père était celle d'un ministre des Finances, puisqu'il avait été ministre des Finances pendant 5 années de Georges Pompidou. Donc c'était un homme qui était connu des Français, mais évidemment connu dans une fonction un petit peu, on va dire, technique ou particulière, puisque le ministre des Finances, c'est l'homme des impôts, c'est l'homme des finances publiques, de la bonne gestion, mais ce n'est pas toujours très valorisant sur le plan politique. Et en tout cas, sur les conseils de Michel Duval, il a cette idée que dans le débat, il faut absolument qu'il démontre, ce qui était d'ailleurs tout à fait cohérent par rapport à sa pensée politique, qu'il démontre qu'il a une forte dimension sociale dans son parcours. Louis Giscard d'Estaing, avant la dimension sociale, ou parallèlement à cette dimension sociale, il y a un parcours qui est non pas linéaire, mais d'une grande transparence, d'une grande évidence, et qui est un parcours de serviteur de l'État. Alors, il y a cet engagement volontaire pris en 1944 dans la première armée. Valéry Giscard d'Estaing a servi dans les spahis, dans les dragons, au 2e régiment de dragons. Il était décoré de la Croix de guerre. Ensuite, il y a eu l'école polytechnique. À la sortie de l'école
Polytechnique ou plutôt de l'École nationale d'administration, il y a eu l'inspection générale des finances. Cet itinéraire de serviteur de l'État s'enracinait aussi dans une tradition familiale très forte. Pour vous, c'est un fil rouge dans sa démarche et c'est ce qui explique aussi son engagement politique parce qu'on l'a présenté comme un grand libéral, mais c'est d'abord un serviteur de l'État. C'est un libéralisme qui est toujours resté un Oui, libéralisme à la française, pas un libéralisme à la oui, Javier Milei ou un libéralisme à la Ross Perot d'entrepreneur à succès. oui, enfin, il faut bien comprendre qu'il a été auprès du général de Gaulle. Alors d'abord, effectivement, vous avez eu raison de rappeler ce que beaucoup de Français ne savent pas, qu'à 18 ans, en 1944, il décide de s'engager dans l'armée parce qu'il a conscience du fait qu'il est à Paris le 27 août 1944, il entend le discours du général de Gaulle au balcon de l'Hôtel de Ville, Paris outragé, Paris libéré par ses propres forces, mais mon père qui était dans les mouvements de résistance, et d'ailleurs dans le livre, il y a un ordre de mission que lui donne la Croix-Rouge française, le directeur général de la Croix-Rouge française daté du 24 août 1944, qui est un document inédit que les archives nationales ont retrouvé, qui est tout à fait remarquable. Et donc ça fait partie des aspects particulièrement intéressants Page de 26. ce livre. Voilà. Et donc il s'engage dans l'armée, il est simple soldat au départ, il est formé, il obtient l'autorisation de son père d'abord de s'engager, puisqu'il n'a pas encore 21 ans, mais à l'époque, la majorité était à 21 ans, c'est lui qui l'abaissera à 18 ans en 74. Donc il s'engage dans l'armée et il participe à la libération de la France. Et il est décoré pour des faits de bravoure, il a une citation à l'ordre du corps d'armée qui est tout à fait remarquable, à 19 ans en 1945, en avril 45, et ce qui fait que cette décoration, d'ailleurs, il la portera comme sa décoration fétiche sur sa tenue d'académicien quand il est élu à l'Académie française. Mais enfin voilà, donc tout ça fait qu'il s'engage dans un parcours qui ensuite le conduit à l'école polytechnique, une école militaire, mais une école d'ingénieurs, dont il est, je dirais, un produit tout à fait remarquable, parce que pour lui, la dimension scientifique, la dimension des chiffres, c'est très important. Alors, c'est la création dans la foulée de l'École nationale d'administration, et il y passe, il sort inspecteur des finances, comme son propre père était inspecteur des finances, et ensuite, il a effectivement cette volonté d'apporter ses compétences, d'apporter son vécu dans les hautes sphères de la politique française. Il est élu très jeune député du Puy-de-Dôme dès 1956, sous l'étiquette des indépendants et paysans, qui était le mouvement que dirigeait Antoine Pinay à l'époque. Et ensuite, en 1958, il rejoint la majorité qui est constituée par le général de Gaulle, et il est le benjamin du premier gouvernement du général de Gaulle comme secrétaire d'État aux finances, auprès d'Antoine Pinay, ministre des Finances. Et donc, c'est cette volonté que vous avez rappelée de mettre ses compétences au service d'un pays, et puis il ira au-delà, il les mettra au service de l'Europe, il les mettra au service des relations internationales et du reste du monde, et peut-être y viendrons-nous plus tard, en créant le G7. Là, en ce moment, nous sommes dans un moment où la France va présider le G7. M. Macron va présider au mois de juin à Évian un sommet du G7 où le président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il se rendrait. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler que le G7 est une création que l'on doit à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, en lien avec son homologue américain Gerald Ford. Alors, vous avez parlé de Charles de Gaulle. Comment est-ce que vous, Louis Giscard d'Estaing, son fils, vous qui avez été vice-président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, c'était de 2004 à 2012, comment est-ce que vous jugez son gaullisme? Comment est-ce que vous le comprenez? Ce n'était pas un gaulliste partisan? Est-ce qu'il a été un gaulliste intermittent? Est-ce qu'il a été un gaulliste tiède? Est-ce qu'il a été un anti-gaulliste, notamment sur des sujets comme la guerre d'Algérie ou sur le rapport à l'État? Alors, c'était un gaullien dans la mesure où il avait la même approche que le général de Gaulle sur les grands enjeux. C'est-à-dire il n'était pas dans une démarche partisane et non politicienne, comme le général de Gaulle. Donc, si vous voulez, moi, je fais la différence entre gaulliste et gaullien. Il a été le plus longtemps de tous ministre des Finances du général de Gaulle. Moi, je suis un fils d'un ministre du général de Gaulle. Il n'y en a pas beaucoup en France qui peuvent le dire,
peuvent avoir, je dirais, cette même capacité de rappeler. Mais il n'était pas politiquement rattaché au parti gaulliste. Il a créé le mouvement des républicains indépendants. Vous avez eu raison de rappeler sur la question de l'Algérie. Il refuse, le général de Gaulle lui demande en 1961 de participer aux négociations avec le FLN, les négociations qui aboutiront à ce qu'on appelle les accords d'Évian. Et mon père n'était pas d'accord avec cette approche de l'avenir de l'Algérie française. Il avait été admiratif, comme jeune inspecteur des finances, du développement du territoire algérien, de l'Algérie française, où il s'était rendu dès 1952 pour faire des missions d'inspection des finances. Et il disait, mais finalement, ce territoire, la France, les Français, enfin les métropolitains, les pieds noirs, etc., l'ont développé, mais en liaison avec, bien sûr, la population qui était autochtone dans ces territoires. Et il disait, Alger, la baie d'Alger, quand c'est d'ailleurs repris dans cet ouvrage, la baie d'Alger, quand il la découvre, il dit mais c'est exceptionnel, c'est un endroit exceptionnel. Et ce territoire, la France l'a quand même, la France dans sa responsabilité de, on va dire aujourd'hui, on dirait de puissance coloniale, enfin peu importe, dans sa responsabilité de population apportant son savoir et sa culture et sa volonté de développer le territoire de l'Algérie. Donc ça fait un point de différenciation avec le général de Gaulle. Il y en a un deuxième, c'est sur la question des rapports entre l'État et, on va dire, le corps social français. Le général de Gaulle était profondément convaincu que l'État était l'instrument majeur pour gérer les affaires du pays. Et mon père, dans la culture qui était celle du mouvement des indépendants et paysans, puis ensuite de ce qu'il crée, qui s'appelle les républicains indépendants à partir de 1962, il croit fondamentalement à l'idée d'une répartition des pouvoirs, enfin, qui était d'ailleurs une tradition très ancienne, c'est Montesquieu ou c'est Montaigne. Enfin, ce sont des gens qui disent, attention, tout n'est pas, alors à l'époque, dans les mains du roi, et il faut aussi accepter l'idée qu'il y a des pouvoirs intermédiaires, qu'il y a des pouvoirs locaux, qu'il y a des corps qui sont importants à prendre en compte pour faire en sorte qu'un pays puisse s'équilibrer et pas uniquement être sous la tutelle d'un État central. Donc Valéry Giscard d'Estaing n'était pas centralisateur, il n'était pas césarien, il était sincèrement parlementariste? Alors, oui, il l'était. Il a d'ailleurs été élu député très jeune. Mais ça s'oublie assez ans. vite une fois parvenu à l'Élysée, ça, Louis Giscard d'Estaing. Non, écoutez, prenons un exemple. Les questions d'actualité au gouvernement, qui les crée? C'est Valéry lui. Giscard d'Estaing sur le modèle britannique. Oui, enfin, c'est surtout sur le modèle de donner au Parlement un moyen d'expression qui soit reconnu par la population, puisque donc c'est les questions d'actualité au gouvernement que tout le monde peut suivre à la télévision, et c'est lui qui les crée dès 1974. Il dit il faut donner au Parlement des moyens d'expression et à l'opposition des moyens d'expression plus forts pour se faire entendre. Et puis le deuxième, là c'est un deuxième levier très important sur le plan constitutionnel, c'est la réforme constitutionnelle de 1974 qu'il met en œuvre pour que 60 députés ou 60 sénateurs, quelle que soit leur tendance politique, puissent saisir le Conseil constitutionnel. Jusqu'alors, entre 1958, la création de la Ve République, et 1974, le Conseil constitutionnel avait été, on dirait, ce qu'on dirait aujourd'hui, en chômage technique, parce qu'il ne pouvait être saisi que par le gouvernement ou par la majorité, mais qu'il n'avait pas vocation à mettre en difficulté leur propre vote. Donc, c'est vraiment la réforme de 1974 qui donne son pouvoir de contrôle au Conseil constitutionnel, et c'est aussi des droits nouveaux pour l'opposition. Et donc, de ce point de vue-là, il démontre qu'il est pour l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, qu'il incarne comme président de la République, avec son gouvernement, avec une majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi en donnant des pouvoirs de contrôle à l'opposition. Louis Giscard d'Estaing, si Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas été si jeune, il se serait présenté face à Charles de Gaulle en 65? Mais non, là aussi, c'est une méconnaissance complète de la vie politique. En 1965, vous avez dans le livre une photo extraordinaire qui est la photo du dîner chez Lippe
Avec la Pompidou. brasserie Lippe, avec Georges Pompidou, Premier ministre. Valéry Giscard d'Estaing est ministre des Finances depuis 1962, donc depuis 3 ans. Ils sont dans le même, enfin, il est auprès de Georges Pompidou dans le gouvernement. Le général de Gaulle hésite à se représenter à l'élection présidentielle qui va intervenir pour la première fois au suffrage universel direct en décembre 65. Le général de Gaulle demande à Georges Pompidou de donner des signes de bonne entente entre lui-même et son ministre des Finances, qui est une personnalité montante, on va dire, dans la vie politique, et qui est le chef de file du parti allié des gaullistes, parti allié, les Républicains indépendants. En 1967, d'ailleurs, le général de Gaulle n'aura plus de majorité sans les Républicains indépendants, après les élections législatives de 67. Mais pour en revenir à ce dîner est organisé à la demande du général de Gaulle. Georges Pompidou donc, invite mon père à dîner chez Lippe et prévient la presse. Donc, il y a des photographes qui viennent pour prendre des photos. Et ces photos sont publiées. Et j'ai découvert la dédicace que Georges Pompidou a envoyée à mon père au dos de cette photo, qui est publiée dans ce livre. C'est un document inédit, à Valéry Giscard d'Estaing, en souvenir d'un dîner dont la cordialité n'a pu surprendre que les autres, entre guillemets, bien amicalement, Georges Pompidou. Et tout est dit dans cette phrase. Georges Pompidou, qui n'est pas un compagnon du gaullisme, puisqu'il n'a pas combattu pendant la guerre, donc il devient Premier ministre du général de Gaulle, mais il n'est pas intégré dans les compagnons du gaullisme. Et mon père, qui lui a participé à la guerre, mais qui n'est pas dans le parti gaulliste, voilà, ils ont cette complicité. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que dès que Georges Pompidou sera élu président de la République, il prendra mon père comme ministre des Finances et il le gardera jusqu'au dernier jour de l'exercice de sa présidence. Et en 69, alors, quelle a été la démarche, quels ont été les motifs de Valéry Giscard d'Estaing dans ce dos qu'il a tourné en quelque sorte à Charles de Gaulle? Est-ce que Charles de Gaulle aurait échoué sur la réforme territoriale si Valéry Giscard d'Estaing lui avait conservé son soutien? Alors, ça c'est un point très intéressant et merci de le soulever. La réalité, c'est que le général de Gaulle a beaucoup hésité à se représenter à l'élection présidentielle de 1965. Et dans des documentaires récents que j'ai regardés, qui sont très bien faits, on voit bien que Madame de Gaulle dit à son mari, il faut que tu arrêtes ou il faut que vous arrêtiez, vous avez déjà 70 ans passés, etc. Et il faut revenir à la boisserie et ne pas se représenter. Ils sont deux à vraiment faire campagne auprès du général de Gaulle pour qu'il soit candidat à la présidentielle de fin 65. C'est Michel Debré et André Malraux, qui ont été d'ailleurs ministres jusqu'au bout du général de Gaulle. Et en fait, le général de Gaulle dit à Madame de Gaulle, de toute façon, à 80 ans, j'arrête. J'arrêterai à 80 ans. Donc en 70. Exactement. Un an, en fait, après le référendum. Et si vous voulez, tout ce qui est aujourd'hui évident, enfin, ce sont des choses que toute personne de bon sens peut constater, c'est que le référendum de 69 était pour le général de Gaulle, après le choc qu'il avait eu en mai 68, très ébranlé, partant à Baden-Baden pour éventuellement quitter le pouvoir si il n'est pas rassuré par Massu, par le général Massu. Mais donc le général de Gaulle était vraiment convaincu que bon, il avait fait l'exercice de son autorité présidentielle, il avait fait des choses importantes pour la France, mais que le moment s'approchait où il allait quitter la scène politique. Et donc, il choisit un référendum sur lequel mon père, chef de file d'un parti qui est très important au Sénat, or ce référendum porte en particulier sur une sorte de suppression du Sénat, enfin, ou en tout cas réforme du Sénat. Un abaissement caractérisé de la Chambre haute, oui. Voilà, exactement. Donc c'était impossible pour mon père, président d'un parti qui était très fortement représenté au Sénat, de sacrifier une partie de ses propres supporters qui étaient sénateurs. Donc en fait, il a très bien expliqué, d'ailleurs, depuis la mairie de Chamalières, il y a une très intéressante interview qu'il fait pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne pourra pas voter oui. Il ne dit pas qu'il votera non, il ne le dit jamais, et d'ailleurs probablement je pense qu'il ne l'a pas fait, mais il dit toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas voter pour ce référendum. Et très honnêtement, le référendum se termine à 52%.
Mais c'est parce que les Français aussi ont compris que le général de Gaulle, en réalité, cherche une occasion de quitter le pouvoir. Il décédera un an plus tard et il, manifestement, souhaitait sortir de l'exercice du pouvoir par une façon très noble et très remarquable, c'est-à-dire de soumettre à référendum un projet qui, en fait, n'allait pas recevoir l'assentiment des Français. Et je pense que le général de Gaulle en était convaincu lui-même. J'en viens à 1974. Est-ce que, à cette date, à cette élection présidentielle-là, Louis Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing était, selon vous, le successeur naturel, on pourrait dire, des deux présidents gaullistes, Charles de Gaulle et puis Georges Pompidou? Alors, il a ce slogan qui est le changement dans la continuité et qui est donc finalement la cohérence par rapport à son propre parcours. Il a été auprès du général de Gaulle comme ministre des Finances pendant 4 ans, celui qui l'a été le plus longtemps, puis ensuite le seul ministre des Finances de Georges Pompidou. Donc quand on parle de toute cette période comme étant une période de bonne gestion des finances publiques, on a raison de le dire. Mais il y a un homme qui est déterminant dans cette période, c'est celui qui est, comme le dit le général de Gaulle, ce qui est une citation dans le livre, il dit « Je n'ai pas eu de meilleur grand argentier que lui ». Donc c'est dans cet esprit qu'il est aussi candidat en 1974, parce que le candidat issu du camp ou du clan gaulliste s'appelait Jacques Chaban-Delmas, et en réalité, il le devance au premier tour, et ensuite il fait la démonstration au deuxième tour qu'il peut rassembler plus largement que n'aurait fait Jacques Chaban-Delmas, qui aurait été battu très largement par François Mitterrand, ça c'est absolument évident. Donc c'est dans ces conditions qu'il apporte une dimension nouvelle, et la preuve en est, c'est que 4 ans plus tard, aux législatives de 1978, il fait faire le bon choix pour la France aux Français, qui était, à l'époque, tout le monde pensait que la gauche allait gagner, le programme commun de gouvernement, Mitterrand, Marchais, etc. Tout ça faisait que, normalement, les prédictions disaient la gauche va l'emporter. Il fait un discours à Verdun-sur-le-Doubs, où il dit « Faites le bon choix pour la France ». Et le texte original, manuscrit de ce discours, figure aussi dans le livre. Louis Giscard d'Estaing, en mai 1981, c'est François Mitterrand qui l'emporte. Est-ce que ce tournant politique, selon vous, n'est pas davantage une revanche des gaullistes sur le Giscard de 69 et celui de 74 qu'une réelle victoire d'un progressisme certes de gauche, mais d'un progressisme auquel votre père lui-même avait sacrifié? Vous savez, en 1981, il y avait beaucoup de facteurs qui s'accumulaient. Vous aviez les deux chocs pétroliers, celui de 73-79, qui avait évidemment commencé à fortement impacter l'économie française. Vous aviez l'idée depuis 1958 que finalement c'était une même majorité qui était toujours au pouvoir, puisque quand même mon père est issu de la majorité gaulliste et il est auprès de Georges Pompidou. Donc en fait, François Mitterrand capitalise sur l'idée qu'il peut faire, vous savez, selon cette formule, faire passer la France de l'ombre à la lumière. On a vu ce que ça a donné. Ça a été l'abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, qui est une réforme catastrophique dont nous continuons à subir les conséquences. Ça, c'est François Mitterrand en 81 et d'autres réformes qui ont finalement plongé notre pays depuis 1981 dans une difficulté. Et je publie d'ailleurs dans le livre le diagramme avec l'augmentation de la dette publique qui a été constante et très forte au-delà de 1981 et dont nous avons du mal à nous remettre quand actuellement les gouvernements, Emmanuel Macron et ses gouvernements essayent de réformer les retraites. En fait, il suffirait de revenir à la situation de 1981, c'est-à-dire d'avoir une retraite à 65 ans pour tous les Français et avec, à l'époque, des régimes de caisses de retraite qui étaient excédentaires, qui étaient donc en situation qui ne demandaient pas d'être renfloués, etc. Est-ce que ça signifie, Louis Giscard d'Estaing, qu'Emmanuel Macron, quoique ancien adhérent du Parti socialiste, est, à sa manière, un héritier politique de Valéry Giscard d'Estaing? Écoutez, s'il avait réussi la réforme des retraites, je dirais oui. Parce que c'est une réforme majeure à vos yeux?
Ou c'est la Mais réforme capitale? bien sûr, mais bien sûr, si vous voulez, l'augmentation de la dette, j'entends en ce moment ce qui est dit par rapport à Bruno Le Maire et tout ce que Bruno Le Maire essaye lui-même d'ailleurs d'expliquer par rapport à sa propre gestion des finances publiques. Euh, Si vous voulez, quand vous êtes en situation de responsabilité d'un pays, vous devez avoir à un moment donné des décisions courageuses. Quand mon père donne le droit de vote à 18 ans aux jeunes, tout le monde lui dit, mais oh là là, mais vous allez être immédiatement battu dès que les jeunes vont pouvoir voter. C'est faux. En C'est un peu ce qui 1978, se passe en tout cas en 1981. non, non. Vous avez en 1981, vous avez 10 classes d'âge qui votent pour la première fois, 10 classes d'âge de Français qui votent pour la première fois à l'élection présidentielle. Ceux qui avaient 18 ans, 19 ans et 20 ans en 1974, qui acquièrent le droit de vote, et puis tous ceux qui sont nés dans les années suivantes, en 75, 76, 77, etc. Ça fait 10 classes d'âge. L'écart de l'élection de 1981, c'est 2,6%. Donc, ce n'est pas les jeunes qui ont voté massivement pour François Mitterrand. Non. Par contre, là où vous avez mis le doigt sur un point sensible, c'est qu'il y a 3 candidats au premier tour qui sont issus du clan gaulliste, Jacques Chirac, Marie-France Garot et Michel Debré, l'ancien ministre, premier ministre du général de Gaulle. Il fait 1% des voix ou 2% des voix. Mais ils sont tous les 3 candidats. Et donc, ils déstabilisent effectivement quelques pourcentages de l'opinion publique. Et tout cela est conjugué à la manipulation aussi orchestrée par Par la une presse? campagne par la presse, une campagne tout à fait montée de toutes pièces, qui est la Sur les campagne diamants? des diamants de Bokassa. Et dans le livre, vous avez l'affiche de la campagne de 81, où les yeux de mon père sont remplacés par des diamants. Et ça, ce sont des gens qui sont pas forcément des opposants politiques, en tout cas officiels, qui mettent ça sur les affiches. Et qui était gaulliste? Enfin, ce sont, encore une fois, le seul, je suis fils d'un ancien ministre du général de Gaulle. J'ai bien compris, Louis Giscard Encore une d'Estaing. fois, pas beaucoup dans ma classe d'âge politique. J'ai côtoyé Jean-Louis Debré à l'Assemblée nationale, j'ai côtoyé d'autres qui se disaient inspirés du gaullisme. La vérité, c'est que voilà, il y a les Gauliens, et l'attitude gaulienne, ça a été celle de mon père. Par contre, ceux qui font de la politique politicienne et qui se présentent en 1981 contre le président de la République sortant, dont ils sont issus de la même majorité, oui, ils n'ont pas une attitude gaulliste. Ça, c'est, en tout cas, à aucun moment, le général de Gaulle n'aurait apprécié ce type d'attitude. Est-ce que la campagne de presse contre François Fillon en 2017, l'affaire des costumes, vous a rappelé l'affaire des diamants, ou plutôt la cabale médiatique sur les diamants? Vous avez vu à nouveau une presse déchaînée contre un candidat légitime de droite? Alors ça, il y a une différence de nature, puisque en fait, l'affaire, si on peut appeler ça l'affaire Fillon, elle est lancée par la justice et non plus par la presse. Oui. Donc c'est quelque chose de nature très différente. Pour ce qui concerne la campagne dite des diamants de Bokassa en 81, il faut se souvenir que à l'automne 80, 6 mois avant l'élection présidentielle ou 8 mois avant l'élection présidentielle, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, est à 56% d'intention de vote dans les sondages. Donc il est a priori sûr d'être réélu. Et c'est le moment où évidemment certains organes de presse en liaison avec certains partis politiques cherchent à altérer son image pour essayer non pas de le battre sur les idées, ne pas le battre sur le bilan, puisque encore une fois, les Français sont satisfaits à une large majorité de ce qui a été réalisé. Par contre, effectivement, ils cherchent à altérer l'image et ils y parviennent pour partie, puisque encore une fois, l'écart n'est que de 2,6 points, ce qui est infime en 7 ans, et par rapport à des campagnes de presse qui étaient destinées à faire bouger une partie du corps électoral. Est-ce que Louis Giscard d'Estaing, vous pensez aussi, ou vous envisagez aussi une sorte de réajustement social, c'est-à-dire que on sait à travers les livres de Valéry Giscard d'Estaing qu'il axait ses campagnes et sa politique sur les 2 tiers des Français, sur
les classes moyennes, sur les Français propriétaires? Est-ce qu'il a suffisamment vu une sorte d'évolution de la tectonique des plaques, une montée des revendications des classes populaires, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation du chômage, ou peut-être vous le laissiez entendre un comportement différent de la part des classes les plus fortunées ou celles dotées du plus grand pouvoir d'influence? Vous Est-ce que savez, c'est aussi une revanche sociale? non, non. Ça, c'est en fait une interprétation postérieure qui pourrait donner ce sentiment. Euh, la réalité, je vais prendre deux critères. Je l'ai dit, l'écart entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing en 81, François Mitterrand fait moins de 52%. C'est le deuxième écart le plus resserré d'une élection présidentielle de la Ve République après 1974. Le deuxième, c'est 81. En 1988, François Mitterrand se représente pour un deuxième septennat. Il a face à lui au deuxième tour Jacques Chirac. Jacques Chirac, il fait 45% face à François Mitterrand. 45%. Donc il ne faut pas qu'on puisse inventer rétrospectivement une idée qu'il y aurait eu un décalage. Ah non, non, la réalité, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses se sont conjuguées en 81. Une campagne très bien menée pour essayer de déstabiliser l'image du président. Mais sur son bilan, les Français le soutiennent. Une grande partie de la jeunesse, contrairement à ce que l'on peut croire, vote pour lui parce qu'ils ont conscience du fait qu'il leur a donné des nouveaux droits et beaucoup de nouveaux droits, y compris pour les jeunes femmes. Et tout ça était évidemment tout à son crédit. Et que, en fait, moi, je voudrais retenir trois éléments fondamentaux de son empreinte dans la vie des Français et du reste du monde d'ailleurs. Un, le programme électronucléaire. C'est lui qui construit toutes les centrales nucléaires, à une exception près, celle de Fessenheim. Fessenheim est lancée en 69. On en parle aujourd'hui parce que c'est la plus ancienne et qu'il est question de la fermer. Mais toutes les autres centrales, c'est lui qui décide de les lancer à partir de 1974. Toutes les grandes centrales électronucléaires, toutes. Deuxième, donc c'est lui qui crée les conditions de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France. Deuxièmement, avec le chancelier allemand, ils sont convaincus qu'il faut que l'Europe arrive à avoir une monnaie commune. Il crée le système monétaire européen en 1979 et c'est aujourd'hui l'euro. Et troisième chose, il crée avec le président des États-Unis une instance de concertation des grandes économies occidentales qui sont déstabilisées par le choc pétrolier de 1973 qui nous ramène à la situation du détroit d'Ormuz et de la situation actuelle au Moyen-Orient. Et en fait, il décide avec le président américain qui vient d'être élu, désigné, puisque c'était à la suite de la démission du président Nixon. Il s'appelle Gerald Ford et il l'invite à un sommet bilatéral qui a lieu à la Martinique, fin d'année 74. Et dans la piscine, et la photo figure dans ce livre, évidemment c'est une photo emblématique, dans la piscine de cet hôtel ou de cette plantation à la Martinique, il invite le président américain avec son secrétaire d'État, un dénommé Henry Kissinger, qui a évidemment laissé une trace très forte dans la diplomatie américaine et mondiale. Il l'invite à regarder la possibilité de créer une instance de concertation des grandes économies occidentales. C'est le G7. La première réunion a lieu à Rambouillet, au château de Rambouillet, l'année suivante, à l'invitation du président français. Et nous allons avoir dans quelques semaines, Une au mois nouvelle de édition juin, du G7 à Évian. voilà. Et je souhaite qu'évidemment, on puisse rappeler qui a été le créateur du G7. C'est un Français, il a été président de la République et c'est lui qui a créé le G7. Louis Giscard d'Estaing, nos auditeurs nous écoutent attentivement. Ils ont quelques questions et remarques pour vous. Bonsoir, merci de parler du président Valéry Giscard d'Estaing. Pouvez-vous me dire si votre père a aidé l'OS lors de la guerre d'Algérie? Je pense à l'attentat du Petit Clamart. Votre père aurait-il donné le trajet du général de Gaulle, etc. Vrai ou faux? Alors, totalement faux. Autant mon père refuse de participer aux négociations avec le FLN, mais il est au gouvernement. Il est secrétaire d'État aux finances et à aucun moment, et vous imaginez bien que s'il y avait eu le moindre doute à ce propos, sur des liens éventuels avec l'OAS, d'abord, dans le comportement de mon père, si tel avait été le cas, et comme il l'a montré à plusieurs circonstances, il aurait quitté le gouvernement. Ça, c'est la première des choses à dire. La deuxième, c'est qu'il n'est pas d'accord
avec le général de Gaulle sur la façon de donner soit l'indépendance, soit une autonomie à l'Algérie. Et il exprime ce désaccord. Le général de Gaulle respecte sa position. D'ailleurs, le général de Gaulle désigne un autre député républicain indépendant, en l'occurrence Jean de Broglie, comme négociateur des accords de Vian. Et ensuite, mon père est nommé en 62 ministre des Finances de plein exercice du général de Gaulle. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait entre eux une confiance forte, même s'il y avait eu des tensions et des désaccords sur la façon de faire évoluer le sort de l'Algérie. Louis Giscard d'Estaing, autre remarque de l'un de nos auditeurs. Bonsoir, merci pour cette émission intéressante. Et voici ma question. Pourquoi votre père, le président français Valéry Giscard d'Estaing, n'a-t-il pas envoyé cette pique à Mitterrand lors du débat, donc en mai 81 ? Pendant la guerre, je n'ai pas reçu la francisque pétiniste, mais je suis parti me battre pour la France libre. Alors, dans le livre, j'ai voulu, et c'est important, que soit publiée la photo de Mitterrand avec Pétain. Mais il faut, et c'est important, effectivement, vous avez raison, et celui qui pose la question, on peut légitimement se dire que mon père n'a pas utilisé cet argument, il n'a pas souhaité l'utiliser, au même titre d'ailleurs que ses deux prédécesseurs, puisque la photo de Pétain de Mitterrand rencontrant Pétain, prise à l'hôtel du Parc à Vichy en 1942. Cette photo, le général de Gaulle en disposait, puis Georges Pompidou, puis mon père. Mon père l'avait dans son coffre à l'Élysée, a priori, depuis 1974. Et il n'a pas voulu l'utiliser parce qu'il considérait que c'était pas dans sa conception d'une façon de traiter les sujets politiques, qu'il voulait s'opposer à François Mitterrand sur le fond et pas sur des questions subalternes. D'ailleurs, la même chose, on pourrait dire, par rapport au fait que mon père connaissait parfaitement l'existence de Mazarine Pinjot, puisque je rappelle que Madame Pinjot, Anne Pinjot, était d'une famille montoise et que mon père était tout à fait au courant du fait qu'il y avait cette liaison entre François Mitterrand et Anne Pinjot. Louis Giscard d'Estaing, autre remarque d'un auditeur. Merci à votre père d'avoir écrit un livre sur une retraite de Russie triomphale pour notre empereur Napoléon. Merci à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir été un vrai combattant de la résistance française. Mais je reproche au président Valéry Giscard d'Estaing le regroupement familial, car le président n'a pas eu une vision de la France après lui. Alors même chose, vous allez me répondre, Louis Giscard d'Estaing, que vous publiez le décret dans ce livre dont nous parlons depuis trois quarts d'heure et qui est intitulé VGE 1926-2020, le visionnaire. Et vous allez me répondre que Valéry Giscard d'Estaing n'est pas signataire du dit décret. Et peut-être même que vous ajouterez que Jacques Chirac, lui, l'est, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. On parle d'un décret qui est un décret de 1976. Le Premier ministre Jacques Chirac, donc un décret, c'est du niveau gouvernemental, c'est pas le président de la République. Donc mon père n'est en rien signataire ni inspirateur du décret en question qui crée les conditions du regroupement familial. Et là, je parle avec mon expérience de maire, parce que... De Chamalières Oui, de maire de Chamalières depuis 20 ans maintenant, une ville de 18 000 habitants, et où j'ai été à différentes reprises sollicité par mon CCAS, par mon Centre communal d'action sociale, pour délivrer un avis sur les conditions de regroupement familial. Et en fait, c'est ce décret de 1976 qui crée 3 conditions pour qu'il y ait la possibilité d'un regroupement familial. Il faut qu'il y ait un titre de séjour depuis au moins 1 an, un titre de séjour régulier en France. Donc ça ne s'intéresse pas ou ça ne concerne pas, dans l'esprit du décret, évidemment, les travailleurs immigrés clandestins ou les clandestins, les immigrés clandestins. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un revenu pérenne, c'est-à-dire un contrat de travail, donc un bulletin de salaire. Troisième condition, il faut qu'il y ait un logement susceptible d'accueillir les membres de la famille qui seraient amenés à rejoindre. Ces 3 conditions devant être réunies, il n'y a pas de problème de regroupement familial, sauf à l'égard d'un pays, l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a les accords de 68 et que les accords de 68 sont signés ou sont gérés
dans la fin du régime du général de Gaulle, dans un complexe que je n'ai jamais compris, que mon père lui-même ne partageait pas, d'un complexe de départ de l'Algérie française, de l'Algérie de la période française. Et c'est d'ailleurs en ce moment toute la question, c'est pourquoi est-ce que ces accords de 68 sont toujours d'actualité, sachant qu'à l'époque donc du décret de 76, l'Espagne et le Portugal sont à 10 ans de leur entrée dans la communauté économique européenne. Ils n'y rentreront qu'en 86. Vous avez toute la communauté portugaise et toute la communauté, les Espagnols qui avaient fui l'Espagne pendant la période de la guerre et de la guerre civile, qui étaient venus se réfugier en France et qui, n'étant pas français et étant espagnols ou portugais, n'avaient pas le droit de faire venir leur famille en France. Donc l'essentiel du décret de 76, et qui est signé par Jacques Chirac, Premier ministre, est un décret qui en fait s'adresse à la population d'origine espagnole et portugaise, qui étaient des grandes communautés qui étaient venues s'installer en France dans les périodes de l'après-guerre. Et on en revient à la difficulté, à l'échec de la résolution du problème algérien. Et vous nous avez redit, Louis Giscard d'Estaing, comme Valéry Giscard d'Estaing, différait de la doxa sur ce sujet. Autre question sur les racines chrétiennes de l'Europe, absentes du projet de constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que vous concevez la déception de quantité de Français sincères par rapport à ce projet de constitution dans sa rédaction initiale, dans son imposition finale antidémocratique, dans laquelle Valéry Giscard d'Estaing n'est pour rien, bien sûr. Mais oui, mais il faut que tout le monde... C'est très bien ce débat et ce type de questions parce que ça permet de clarifier les choses et de dire les choses. Alors on vous écoute, Louis Giscard d'Estaing. Il préside... Mon père est désigné par Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2000. C'est après le sommet de Nice sous présidence française en 2000. C'est un sommet où les Espagnols et les Polonais sont mécontents parce qu'ils voulaient avoir plus de députés européens et que les règles n'étaient pas claires par rapport à leur situation, qui étaient des nouveaux membres qui étaient venus rejoindre le noyau d'origine de ce qui est devenu l'Union européenne. Donc il y a cet échec du sommet de Nice et tout le monde dit qu'il faut trouver une solution pour réformer les institutions européennes compte tenu de l'élargissement aux pays de l'Europe de l'Est. On cherche une personnalité qui serait susceptible de pouvoir organiser ce type de réforme et Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui n'étaient pourtant pas susceptibles d'être des grands supporters de Valéry Giscard d'Estaing, qu'ils avaient combattu l'un et l'autre, se disent finalement, on a un ancien président de la République française qui a une autorité qui est reconnue en Europe, et donc on va lui proposer de présider la Convention sur les institutions européennes. Et mon père accepte. Qui était un vrai défi, un vrai challenge, comme on pourrait le dire aujourd'hui, et il accepte, et il commence un travail très important avec tout le monde, avec tous les pays membres de l'Union européenne, y compris les Britanniques. Il a auprès de lui un ancien Premier ministre belge, un ancien Premier ministre italien. Il crée ce qu'on dirait une task force, il crée un groupe de travail tout à fait remarquable, et il arrive à déterminer le fait qu'il faut que dans cette Constitution, il y ait la référence aux racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Et il le met dans le projet de traité. Celui qui l'empêche de le faire s'appelait Jacques Chirac, qui, au nom du principe de laïcité de la République française, demande à ce que ça soit retiré. Voilà, il faut dire les choses aujourd'hui, il faut que tout le monde soit conscient du fait que mon père lui-même était totalement convaincu de la nécessité de faire référence dans le préambule de la Constitution européenne aux racines judéo-chrétiennes de l'Europe, et que c'est à la demande de celui qui était à l'époque président de la République française que c'est retiré parce que au nom du principe de laïcité. Voilà. Mais il faut que la vérité soit tout à fait établie de ce point de vue-là, parce que mon père était, et d'ailleurs dans le livre vous avez aussi évidemment un événement très important qui est l'invitation qu'il adresse au pape Jean-Paul II. Et c'est la venue en France de Jean-Paul II en 1980, qui est un voyage officiel extraordinaire, parce que c'est le premier voyage officiel en France d'un pape depuis 1804, depuis la brouille
à cause de Napoléon et du fait qu'il avait voulu se faire couronner par le pape alors qu'il était divorcé. Et donc, c'est la brouille entre le Vatican et la France. Et donc, passant outre cette longue période de brouille, et qu'il y a un pape polonais, alors que pendant ce temps-là, le régime soviétique est toujours en place à Moscou, et y compris en Pologne, il y a un régime communiste. Et donc, c'est ce pape polonais, Jean-Paul II, qui est élu. Et immédiatement, le président français lui envoie une invitation pour un voyage officiel qui est absolument exceptionnel, avec les Champs-Élysées couverts de monde et cette remontée ensemble dans un... Cette fois en commande-car, contrairement à 1974. Vous avez parlé de divorce, Louis Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il fallait assouplir les conditions du divorce? Est-ce qu'il fallait dépénaliser l'avortement? Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing, dont le libéralisme sur ces matières semble plus résigné que convaincu, est-ce que ces démarches-là n'ont pas ouvert une boîte de Pandore dont ont découlé un effondrement de la structure familiale, une dissolution d'une bonne partie des liens sociaux et en tout état de cause, le maintien dans des volumes très importants des avortements en France? D'abord, sur la question de l'avortement, vous savez que quand le sujet se posait dans les années qui précédaient 1974, c'était un sujet à la fois d'inégalité profonde entre des femmes françaises de ce point de vue-là, puisque certaines pouvaient aller se faire avorter en dehors de France, dans des pays où c'était légal, en Angleterre, en Belgique, je crois, enfin, dans d'autres pays proches. Mais il fallait avoir les moyens et les conditions nécessaires sur le plan économique pour pouvoir le faire. Donc c'était un sujet d'inégalité très profonde entre les femmes. Deuxièmement, sur le plan des décisions qui peuvent conduire une femme à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est une décision, comme l'a dit Simone Veil dans son célèbre discours, puisque mon père confie le ministère de la Santé pour la première fois sous la Ve République à une femme. Sous Georges Pompidou et sous le général de Gaulle, il n'y a pas une femme ministre de plein exercice au gouvernement. Et mon père nomme une femme dont certains ont découvert par la suite le parcours incroyable, toute sa vie et son parcours de déporté, qui n'est pas connu en 1974 quand il la nomme. Il la nomme sur la qualité mais revenons humaine. À l'avortement, Louis Giscard d'Estaing, et au divorce d'ailleurs. C'est l'ensemble, la libéralisation de la société qui m'intéresse ici, sans esprit polémique. Oui, mais écoutez, de deux choses l'une. Ou cette fameuse, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas quoi, une évolution de la société française avait été à ce point, si on prend vos adjectifs, avait été à ce point une dérive de la société française, et il y en aurait eu d'autres depuis qui y auraient mis fin. Or, vous avez peut-être remarqué que M. Macron, non seulement il a, et parmi d'autres, personne n'a remis en cause, d'ailleurs la loi Veil n'a été remise en cause par personne depuis. Donc il y a eu des alternances politiques. Il y a eu des alternances politiques. Grand élu, oui. Monsieur Chirac a été président de la République. S'il voulait la remettre en cause, il pouvait le faire. Monsieur Sarkozy, Nicolas Sarkozy, a été président de la République. Aucune réforme sociale n'est jamais remise en cause par un président ni les chambres de Giscard d'Estaing. Non, mais il faut regarder la situation de l'Espagne par rapport à nous. L'Espagne, nous considérions que l'Espagne était un pays très catholique, très traditionnaliste, etc. Ils sont beaucoup plus, malheureusement, et je le dis parce que je le pense, ils sont beaucoup plus libéraux, mais dans le mauvais sens du terme, sur un certain nombre de choses, d'aspects dans les mœurs espagnoles. Et aussi beaucoup plus socialistes. Je ne voudrais pas qu'on ne parle que de ça, Louis Giscard d'Estaing. On a entendu votre réponse et elle est importante. Et sur le divorce, par consentement mutuel et sur le divorce, parce que vous avez évoqué la question du divorce, c'est une question très importante par rapport à la situation qui était celle en 1974, où il fallait prouver la faute de l'autre. Bon, et donc là, il y avait à la fois une question qui était très injuste, c'est-à-dire qu'il fallait que la femme qui voulait divorcer ou qui était en situation de divorce parce qu'il y avait un conflit avec son mari, etc., il fallait prouver la faute. Enfin, tout ça était absurde.
le divorce par consentement mutuel a été un grand progrès dans la vie familiale des Françaises et des Français depuis lors, et personne d'ailleurs ne l'a remis en cause, et au contraire, je crois que ça a Aucun été grand élu. reconnu comme étant quelque chose qui est préférable. Voilà, Louis Giscard d'Estaing, je voudrais qu'on finisse sur une autre question, une autre réponse. Et oui. Voici cette question. Savez-vous en lequel de ses collaborateurs politiques votre père Valéry Giscard d'Estaing avait le plus d'estime et peut-être d'affection? Qui a été pour lui le meilleur compagnon? Et je reprends là à dessein un terme gaulliste. Est-ce que c'était Poniatowski? Est-ce que c'était Dornano? Est-ce qu'il opérait une hiérarchisation? Est-ce qu'il avait pensé à un dauphin au cas où il aurait effectué un nouveau mandat? Alors, dans la hiérarchie, très clairement, et Michel Poniatowski et Michel Dornano sont ses deux compagnons de route les plus fidèles et les plus emblématiques. Je ne créerai pas de hiérarchie entre les deux, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle les deux Michel. Et il y a d'ailleurs une très belle photo où ils sont tous les trois ensemble, parce qu'il y avait une très grande complicité entre eux. Et que Michel Poniatowski a été ministre de l'Intérieur, Michel Dornano est le ministre de l'Industrie qui lance le programme électronucléaire. Voilà, ils ont été des grands ministres auprès de lui. Et puis, un personnage que se doit de citer, c'est Raymond Barre. Raymond Barre, Premier ministre, à partir de 1976, à partir du départ de Jacques Chirac de Matignon, et qui aura été un Premier ministre qui aura gérer la France de façon extrêmement avisée sur le plan économique. Mon père lui donne le titre de meilleur économiste de France, qui était d'ailleurs, en gros, reconnu par la classe universitaire par rapport aux livres d'économie, les précis d'économie de Raymond Barre, et qui a été aussi un personnage très important auprès de lui jusqu'en 1981, puisqu'il reste Premier ministre jusqu'à la fin, et que d'ailleurs, peut-être aussi dans les conditions du succès de François Mitterrand en 81, il y a le fait que Raymond Barre n'a pas été un démagogue. Il n'a pas lâché sur des questions de finances publiques. Il est resté fidèle à une certaine conviction de bonne gestion de la France, et je crois que c'est tout à son honneur. Louis Giscard d'Estaing, merci beaucoup pour cette longue et riche entrevue. Et bien évidemment, nous vous présentions ce soir ce livre, VGE 1926-2020, Le Visionnaire, publié aux éditions Erol. Vous pouvez, chers auditeurs, le trouver dans toutes les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui. Merci Louis Giscard d'Estaing. À bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture. Retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones. Chers auditeurs, retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie. Et nous poursuivons cette émission avec Guilhem Golphin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Guilhem Golphin, vous êtes le président de l'Institut Sujet. Et on dit sujet ou sugère? Je sais pas. Étant moi-même du sud de la France, j'aurais plutôt tendance à prononcer le R. Mais je ne sais pas quelles sont les coutumes qui sont quand même plutôt parisiennes en l'occurrence, plutôt légitimement parisiennes. En tout cas, qui était-il et pourquoi l'avoir choisi comme patron de cet institut? Alors, Sujet, ça a été un compagnon et conseiller de roi, et enfin un compagnon surtout du père, c'est-à-dire en l'occurrence Louis VI. On est donc à la seconde moitié du XIe siècle, début du XIIe. Enfin, Suger, il a à cheval donc sur le XIe, XIIe siècle, et il sera aussi conseiller, une sorte de ministre du fils, donc de Louis VI, donc de Louis VII, qui succédera donc à son père. Donc il est un religieux, un moine, qui va être très attaché donc à l'abbaye de Saint-Denis, qui va contribuer non pas rebâtir, mais enfin à agrandir, donc à considérablement modifier, à agrandir sur le plan architectural, et à donner à Saint-Denis l'ampleur que l'abbaye
Et la Sans aller basilique jusqu'à bâtir une seconde flèche. Non, non, non. Alors, je ne saurais pas vous redire là, je l'ai lu, mais ça, j'ai pas forcément tout le détail en tête de toutes les modifications qu'a apporté Suger à la basilique, notamment de Saint-Denis, et plus largement à l'abbaye, mais d'abord à la basilique. Mais elles ont été en effet considérables. Ça, il a vraiment beaucoup, beaucoup agrandi. Il en a vraiment fait donc le lieu, pour l'époque, vraiment un des lieux centraux de la royauté française sur le plan spirituel. Vous nous présentez ce soir un événement donné par cet institut Suger. C'est une journée d'études. Elle est intitulée Sortir du droit révolutionnaire. Quel fondement juridique pour le renouveau politique de la France? Je ne pense pas toujours à la nécessité de réformer, mais je pense que vous ne retenez pas le terme, de réformer juridiquement pour réformer politiquement. On est enfoncé dans une conception démocratique et libérale de la politique qui fait que pour nous, le changement, la réforme se fait à la faveur de bascules électorales au terme de campagnes endiablées. En réalité, il faut s'attaquer au droit pour obtenir quelque chose politiquement. Changement politique au terme des campagnes qui ne change pas fondamentalement les choses. Comme nous l'a dit Louis Giscard d'Estaing, entre autres considérations beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Mais... En tout cas, qui ne change pas le cap qui est donné et dont le développement progressif au fil des décennies semble quand même montrer que ce cap nous mène vers des récifs relativement dangereux pour notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Donc oui, la réflexion qu'on a eue, ça a été de dire que un changement politique au sens d'un changement du personnel politique, du président, des ministres, du gouvernement, est sans doute nécessaire, mais absolument insuffisant pour redresser la barre, on pourrait dire, de notre pays. Et qu'il y a en effet, au-delà du jeu immédiat des influences politiques, du jeu des partis et du jeu des institutions républicaines qui sont les nôtres, il y a en effet une conception du politique qui est en jeu. Et cette conception du politique, elle ne s'identifie pas strictement et uniquement à une conception du droit, mais elle a, comme parmi ses facettes, c'est parmi ses facettes majeures, en effet, une conception même du droit, de ce qu'est le droit. Mais notre ordre juridique, l'ordre juridique sous lequel nous vivons, l'ordre juridique, c'est pas simplement l'ordre politico-constitutionnel, c'est même l'ordre judiciaire. Cet ordre est un ordre révolutionnaire. Nous sommes toujours sous le régime, selon vous, d'un droit révolutionnaire. En quoi est-ce que ça consiste, un droit révolutionnaire? Voilà, l'expression, on a fait le choix de cette expression qui est bien sûr un petit peu intrigante au premier abord. Et peut-être un oxymore d'ailleurs, parce que normalement le droit met un terme à la révolution abat le droit. Tout à fait. Alors là, sauf que là aussi, l'observation, on va dire, et le constat empirique montre que ce qu'on peut appeler une sorte d'instabilité juridique, qui serait relative du reste, qui serait un petit peu nuancée, mais qui est quand même un aspect de notre législation, donc une instabilité juridique, comme on dit, c'est-à-dire en fait législative, a pour effet de progressivement modifier la société. Donc on a parmi les leviers, disons, mis en œuvre, utilisés par le pouvoir en place pour modifier la société et donc quelque part la révolutionner au sens politique du terme, il y a en effet le droit. On en a encore des exemples malheureusement dans l'actualité la plus contemporaine, avec la question de l'euthanasie qui est en cours. C'est bien entendu une révolution anthropologique majeure, mais qui passe par une manière comment dire, par la législation, par la loi et par l'acte de légiférer. C'est-à-dire, pardon de vous couper, Guillaume Golphin, que le simple fait de légiférer sur ces questions est déjà la marque d'un esprit révolutionnaire, c'est-à-dire d'un esprit qui n'accepte pas de conception naturelle du droit. Alors, du droit, de la personne sans doute aussi, puisqu'on peut... mais en effet, derrière ça, il y a tout ce qu'on met derrière le terme de droit naturel, alors qui
qu'il faudrait préciser, parce que des conceptions du droit naturel, il y en a plusieurs, c'est bien entendu un sujet qu'on abordera en partie durant la journée d'études. Mais disons qu'il y a des normes, en effet, du juste et de l'injuste qui transcendent donc les décisions du pouvoir politique, donc ce qu'on appellera le droit positif. Ça, c'est précisément ce que l'ordre juridique dans lequel nous vivons refuse. Et refuse explicitement. Et sur des sujets, alors là où c'est le plus tangible, c'est sur les sujets des mœurs. C'est pas forcément les seuls, mais là où bien entendu c'est le plus apparent, c'est par rapport aux questions de filiation, de mariage, de filiation. Donc là, par rapport en effet à la question de la vie et de la mort, avec la loi qui nous guette donc sur ce qu'on appelle donc l'euthanasie. Et on pourrait sans doute trouver d'autres exemples qui illustrent en effet un certain usage de la loi, non pas pour maintenir un certain ordre et maintenir un certain ordre, disons, juste, mais pour transformer la société et la transformer de façon... les Oui, c'est-à-dire législateurs qu'on substitue espèrent... du génie social à la recherche de la justice. Vous parliez d'ordre juste, donc on voit bien la différence. En fait, c'est tout simplement une prolongation de l'esprit des Lumières contre la philosophie aristotélico-thomiste, contre évidemment la civilisation catholique, etc. Tout à fait, tout à fait. On peut rappeler il me semble, si ma mémoire ne me trompe pas, que c'était Erwan Binet, qui était le ministre lors de la fameuse loi Taubira, qui disait clairement que, alors je ne sais plus s'il parlait en termes de loi ou de droit, mais que c'était un simple rapport de force, et que c'est celui qui a le pouvoir et qui est en position d'imposer, qui fait le droit et qui instaure ces normes et qui réforme la société et les mœurs comme il l'entend. Alors je paraphrase un peu et je développe un petit peu son propos, mais en substance, il avait clairement dit ça, me semble-t-il, à la Chambre. Et ça, c'est une conception erronée, parce qu'il n'y a plus de notion de durabilité, peut-être d'éternité de la norme. Parce qu'il n'y a pas de notion, en effet, de normes quand même du bien et du mal qui seraient donc transcendantes, en effet, à la volonté humaine et donc qui auraient une certaine permanence. Donc derrière ça, si on prolonge philosophiquement, il y a vraiment une négation qui est une certaine nature humaine qui appelle à une certaine... disons, perfection, à un certain accomplissement, ce qui est donc normalement l'aboutissement de la vie morale, et que la vie politique et donc le droit et les lois qui doivent, disons, animer cette vie politique sont censés, dans une conception, vous disiez les noms qu'il ne faut peut-être pas citer, Aristote et saint Thomas, dans leur conception, en effet, ça c'est au service d'un certain perfectionnement humain, qui suppose le perfectionnement d'une certaine nature humaine qui a certaines aspirations à laquelle la société, le pouvoir politique et donc l'ordre juridique doivent normalement répondre. Et là, on est dans aujourd'hui, mais c'est pas qu'aujourd'hui, c'est pas récent, on est dans la continuité pour le coup de ce qui a été mis en place. En effet, pas uniquement, mais enfin pour une part importante à partir de la Révolution et qui n'a jamais été radicalement remis en question par la suite. Ouais. Et donc, on a en effet une forme de droit, oui, qui sert au moins, peut-être par période, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Les choses se rendent dans le détail, c'est un peu plus complexe. Il y a une partie du droit aussi qui a servi aussi à conforter les intérêts, à les conforter longtemps. Bon, il y aurait beaucoup d'éléments qu'on pourrait apporter, mais pour une part au moins, et nous sommes en une période où c'est quand même assez clairement donc, le cas et assez violent même, où le droit sert, oui, à bouleverser un ordre reçu, au nom, en effet, d'un appel au changement, au nom de sorte de mot d'ordre, ça n'est pas dit aussi explicitement, aussi radicalement, mais qui est quand même du passé, faisant à nouveau table rase. Enfin, il faut continuer à le faire. Tout en cherchant sans cesse et sans succès à asseoir dans le temps ces conquêtes, et ça nous donne tout ce continuum
qui va jusqu'à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, avec entre la dépénalisation et la constitutionnalisation toutes les étapes de suppression du consentement, de création du délit d'entrave, d'allongement de la durée légale, etc. etc. Ce colloque, cette journée d'études a lieu le 6 juin. Le 6 juin, le samedi 6 juin. En quel lieu? Alors, nous sommes donc au 1 rue d'Olan, c'est chez les frères eudistes, donc le foyer Saint-Jean-Eudes, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est, pour le situer, c'est pas très loin de la station de RER d'Enfer-Rochereau, sur la ligne B du RER, ou sur la station Saint-Jacques de la ligne 6. Voilà, donc on accueille les personnes à partir de 8h30 et on commencera, si tout va bien, à partir de 9h et ça prendra la journée entière parce qu'on a une journée assez remplie. Et oui, vous avez beaucoup d'orateurs. Vous avez vous-même, Guilhem Golphin, qui est docteur en philosophie et qui présidait l'Institut Sujet. Guilhem Golphin sur le droit et l'ordre. Le droit révolutionnaire est-il un instrument de subversion? Puis les autres orateurs sont Franck Bousco, Philippe Pichot-Bravard, Nicolas Hutten, Francesco Biuso, Miguel Ayuso, Frédéric Lozère et Pierre-Emmanuel Dupont. La plupart d'ailleurs de ces orateurs sont bien connus de nos auditeurs. Comment s'inscrire? Comment recueillir davantage d'informations sur cette journée d'études du 6 juin? S'inscrire donc en se signalant donc sur une adresse mail qui est tout simplement contact@institut-suger, donc avec un r.fr, ou via le site, alors qui est un site encore vraiment très incoatif, et on vient juste de l'ouvrir, mais il y a une page donc, qui présente le colloque, et si on déroule la page, il y a un encart par lequel on peut aussi s'inscrire via le site. Donc le site, c'est institutsuger.fr, enfin c'est www.institutsuger.fr. Voilà, entrée libre le 6 juin, libre participation aux frais, l'inscription en revanche est obligatoire. Oui, c'est voilà, pour qu'on ait un peu une idée de nombre de personnes qu'on va accueillir. Enfin, c'est pour ça qu'on rend ça obligatoire. Là, pour avoir une visibilité. En 2 mots, Guilhem Golphin, à quelle conclusion voulez-vous que la journée d'études parvienne? On a des moyens de lutter contre cette roue du temps, mais pour mieux lui opposer une forme d'éternité, tout au moins de durabilité, de normes qui ne seraient pas exclusivement parlementaires et qui, en tout cas, n'ont pas subi la même inflation durant les derniers siècles. Disons, la journée, pour arriver peut-être au but, juste un mot, la journée, très schématiquement, elle est construite en 2 volets. Un volet qui fait état, disons, on va dire ça ainsi, de la crise du droit actuel. Donc, un volet plus d'analyse critique, donc ça, c'est la matinée. Et l'après-midi, c'est la tentative, l'essai, on va voir ce que ça donne, d'essayer de repenser en effet selon un autre paradigme juridique, une autre conception du droit, comment cela pourrait s'incarner. Alors, on a choisi un certain nombre de thèmes, bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, c'est pas possible, mais donc comment ça pourrait s'incarner d'abord en lui-même, que ça pourrait être, comment ça pourrait s'incarner dans les institutions. Comment ça pourrait éventuellement aussi s'incarner dans ce qu'on appelle classiquement le droit international, donc dans les relations entre États ou entre nations, à quoi ça pourrait ressembler. Et là, l'objectif, c'est que si on commence en effet à montrer qu'on peut quand même réfléchir dans cette direction-là, qu'on peut commencer à dessiner quelque chose qui a un petit peu un sens et qui peut donner une direction aussi de recherche, en fait, on aura rempli un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est de rester modeste, c'est vraiment de lancer ce domaine de réflexion, commencer donc à l'initier, bien entendu, mais vraiment de le lancer et de le proposer comme vraiment domaine de réflexion à part entière, et qui, bien entendu, appellera à des travaux à venir, et un appel aussi à des personnes à nous rejoindre si ça les intéresse de travailler dans ce sens. Et peut-être une publication des actes alors, de les la actes, journée d'études normalement, seront ultérieurement. devraient être publiés. Alors ça, c'est encore bien sûr tôt, mais dans le principe, il n'y a pas normalement de problème. Ça devrait être publié aux éditions Aura Decima. Alors, je n'ai pas du tout encore là de possibilité de Ça vous coûtera encore beaucoup de travail, Guilhem Golphin, mais pour notre grand plaisir. Et vous reviendrez présenter ces actes. Merci beaucoup, Guilhem Golphin, président de l'Institut Sujet. Vous présentiez la journée d'études du samedi 6 juin, sortir du droit révolutionnaire. Quel fondement juridique pour le renouveau politique de la France? Inscription à contact@institutsujet.fr. Et puis nous avons, pour clore cette émission en ligne, ou plutôt au téléphone, André Liotto. Bonsoir André Liotto.
Bonsoir. André Liotto, vous êtes membre de l'Union des cercles légitimistes de France, l'UCLF. Vous êtes cadre de l'Université Saint-Louis et c'est cette Université Saint-Louis que vous nous présentez à présent. C'est la 40e édition de l'Université Saint-Louis d'abord, qui est le grand événement d'été de formation offert par l'UCLF, l'Union des cercles légitimistes de France. Alors, c'est la 36e édition de l'université d'été de l'UCLF, donc de l'Université Saint-Louis. C'est donc une université qui a disons, le poids d'une certaine tradition. C'est un système qui est assez rodé, un événement qui est assez rodé, qui fonctionne sur une formule qui, bien sûr, évolue en fonction des contraintes particulières à chaque session, mais qui conserve un cadre éprouvé qui a toujours fait ses preuves. Donc, en quelques mots, il s'agit donc d'un événement de formation intellectuelle avec qui est ouvert à tous ceux qui peuvent être intéressés par les thématiques qui y sont abordées, et où il s'agit donc de creuser la question de la pensée traditionnelle, à la fois de proposer sur des thématiques nouvelles de nouveaux axes d'approche à la lumière des penseurs de la tradition, et également de transmettre, pour ceux qui ne nous auraient pas forcément reçus, les fondements, disons, de la pensée traditionnelle. Alors, la pensée traditionnelle, André Liotto, je vous coupe une seconde. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'école contre-révolutionnaire, c'est la doctrine légitimiste, c'est l'école pérennialiste, c'est une école exclusivement française. Qu'est-ce que c'est, ce courant de pensée ? Alors, un courant de pensée pourrait être qualifié de très large en réalité, puisque nous nous inscrivons bien sûr dans les courants de pensée contre-révolutionnaires et plus particulièrement légitimistes. Mais nous remontons bien en amont en allant chercher dans des auteurs évidemment plus que classiques, mais qui sont réellement le socle de notre pensée, comme Aristote, saint Thomas, tous ses commentateurs, etc., etc. Donc une liste bien sûr très, très riche, très longue. Cette année, quel est le thème qui sera retenu pour l'Université d'été Saint-Louis de l'UCLF ? Alors nous avons choisi un thème qui a une résonance particulière dans le monde actuel et qui en réalité permettrait de répondre à de nombreuses questions sous-jacentes qui ne sont pas nouvelles. C'est la question de l'homme face à son environnement, c'est-à-dire de l'homme face à la question de l'écologie et de l'économie. Le sous-titre donc de ce thème est le suivant: de l'écologie radicale à l'économie débridée, quelle place pour un mode de vie traditionnel? Voilà, c'est la phrase qui figure sur le tract qu'on peut retrouver sur le site uclf.org, sur lequel on a toutes les informations donc pour s'inscrire, toutes les informations pratiques. Et donc voilà, cette thématique explore donc des questions bien sûr très, très actuelles, comme la question de la technique face à la technologie, la question de l'écologie bien comprise, et bien sûr ce serpent de mer qui est la question de l'économie envisagée d'un point de vue traditionnel. Donc une thématique très riche que nous allons aborder sous plusieurs axes très divers, très variés. Pour n'en citer que quelques-uns, il y aura par exemple une conférence sur un essai de distinction entre la technique et la technologie. Il y aura aussi une conférence sur les origines légitimistes du mouvement écologiste. Un propos également sera tenu sur la question de la politique moderne envisagée comme technique et non pas comme techné, et bien d'autres sujets d'études qui vont jusqu'à des choses très concrètes, comme par exemple la question du remembrement et des conséquences territoriales de cette subversion technologique qui ont eu lieu donc dans les dernières décennies du XXe siècle. Voilà, donc un sujet très vaste et qui touche à des thématiques vraiment fondamentales de toute pensée de philosophie politique en réalité. Alors, l'Université d'été Saint-Louis, André Liotto, les dates et le lieu, et puis les activités, il n'y a que des contenus d'enseignement, que des modules d'enseignement, des conférences ? Alors, les dates, donc encore une fois, on peut les retrouver sur uclf.org. Il y a un encart avec divers tracts, dont celui de l'Université Saint-Louis. Donc, c'est une université qui se déroule du 28 juillet au 2 août
dans les environs de Poitiers, dans le village de Romagne. Et la particularité de notre événement, du nouveau format qu'on a mis en place depuis l'an dernier, et qui est un format qui fonctionne à merveille, c'est qu'on a la possibilité de venir sur uniquement 1 ou 2 jours. On peut venir évidemment les 5 jours, mais pour ceux qui ont un été particulièrement chargé, qui ont quand même à cœur de se former politiquement, il est donc possible de venir 1 ou 2 jours seulement. Bien entendu, il n'y a pas que des conférences, il y a aussi ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire des cercles de formation. On va lire des textes sous l'autorité d'un chef de cellule qui en assurera le commentaire. Et ensuite, on va discuter ces textes. Donc, ce sont bien sûr des textes fondamentaux des fondamentaux de la pensée politique légitimiste. Et à côté de ça, évidemment, l'idée de l'université Saint-Louis, c'est bien sûr de faire communauté, donc de se retrouver entre personnes qui partagent bien sûr les mêmes valeurs, ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas que, ce n'est pas un événement exclusivement réservé aux légitimistes. Donc l'idée, c'est de faire communauté. Donc il y a d'autres activités, des veillées, des visites culturelles, et bien sûr le spirituel avec la messe tous les matins, ainsi que le chapelet en fin de journée. Alors cet événement donc aura lieu du 28 juillet au 2 août et on comprend, André Liotto, en vous entendant, que l'on peut venir pour 1 jour, pour 2 jours ou pour les 5 jours. Absolument. C'est à Romagne, à côté de Poitiers. Plus d'informations afin de s'inscrire à cette 36e édition de l'Université d'été Saint-Louis sur le site uclf.org. C'est tout à fait. C'est bien Merci cela, beaucoup. Merci. André Liotto, merci beaucoup. Bravo pour cette organisation d'une nouvelle édition de l'Université Saint-Louis. Et puis évidemment, plein succès pour la 36e. À très bientôt, André Liotto. Chers auditeurs, Merci. cette émission s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie mes 3 invités de ce soir. Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, ancien député. Il nous présentait un livre-album consacré à son père que vous retrouverez aux éditions Erol, sorti du jour, VGE 1926-2020, Le Visionnaire. Et puis évidemment mes 2 autres invités, Guilhem Golphin qui est président de l'Institut Sujet, qui nous présente une journée d'études à la date du 6 juin prochain. Et puis vous venez d'entendre André Liotto, membre de l'Union des cercles légitimistes de France, l'UCLF, cadre de l'Université Saint-Louis. Merci à mes 3 invités, donc merci à Stéphane à la technique. Rendez-vous, chers auditeurs, dans 4 semaines, le 18 juin. Pensez à renouveler votre adhésion à Radio Courtoisie, d'Arrebourg, Servalilium. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. histoire, Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai. Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.